Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'écrivain Georges-Marc Benamou, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Également Raquel Garrido, bonsoir, de la France Insoumise. Vincent Trémollet du Figaro, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et Christophe Alix de Libération, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous parlerons d'état d'urgence et retour sur l'actualité politique avec Mélenchon bientôt président, et oui, et député à recherche groupe désespérément. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors un remaniement ministériel, c'est un peu comme le mercato dans les médias. Quand le directeur d'antenne dit « tout est super pour l'année prochaine, on ne change rien », il faut commencer à chercher du travail ailleurs en fait. Eh bien en politique, c'est la même chose. Le nouveau gouvernement Édouard Philippe devait, après les législatives, connaître quelques ajustements à la marge. On nous disait des petits changements techniques. Résultat, le plus fidèle des macronistes, Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires, file à l'Assemblée diriger le groupe En Marche. Et Sylvie Goulard, ministre des Armées, a choisi de démissionner pour se consacrer à sa défense, car directement cité dans l'affaire des attachés parlementaires du MoDem au Parlement européen. Bon, 3 fois rien, on nettoie le filtre et à air et ça repart. Une décision quand même saluée par une ex-collègue du parti de Sylvie Goulard, Corinne Lepage. Pas du tout, je trouve que c'est très remarquable comme décision, parce qu'effectivement, elle a mis sa fonction et l'institution qu'elle avait à charge de gouverner avant ce qui pourrait être son propre intérêt. Et je trouve ça tout à fait remarquable et je pense que ça doit être souligné quant à l'exemplarité de ce choix. Voilà, Corinne Lepage, donc l'ex-ministre de l'écologie ce matin sur France Info. Georges-Marc Benamou, commençons par le cas Sylvie Goulard. Elle a donc choisi de ne pas revenir au gouvernement donc pour assurer sa défense concernant un de ses attachés parlementaires à l'Europe qui aurait travaillé pour le MoDem. Là, ça devient quand même un peu gênant, non, pour le gouvernement ? Ça devient gênant pour les gens du MoDem, ça devient gênant pour Madame de Sarnez, mais qui visiblement aujourd'hui a plutôt insisté sur son bonheur d'être député que sur son entre-gouvernement, donc on verra. C'est gênant surtout pour François Bayrou, c'est-à-dire que c'est même incompréhensible d'ailleurs, puisque cet après-midi on donnait plusieurs versions à la démission de Madame Goulard, qu'elle s'entendait pas avec les militaires, qu'elle préférait l'Europe, etc. Tout ça crée un flou, une situation qui va assez vite devenir intenable pour un François Bayrou qui est à la fois important et qui est arrivé assez vite à se rendre détestable et enfin dont on a un peu moins besoin numériquement à l'Assemblée. Donc et dont on se demande comment il a pu imaginer une loi sur la moralisation connaissant cette affaire qui certes n'est pas une affaire d'enrichissement personnel mais tout de même gênante pour le ministre de la Justice qui présente une telle loi. C'est un peu ça c'est aussi une énigme. Comment on y va? C'est comme l'histoire Fillon, même si comparaison n'est pas raison. Ouais. Comment est-il allé dans cette galère? Alors justement, à quel point, juste pour vous dire à quel point c'est tendu, c'est que François Bayrou a précisé que Sylvie Goulard démissionnait pour des raisons personnelles et immédiatement contredit par l'entourage de Sylvie Goulard qui a précisé que l'ex-ministre appliquait des critères d'exigence, je cite, qui peuvent étonner. Raquel Garrido, pour vous, c'est une situation justement, François Bayrou, président du MoDem aujourd'hui, tout simplement, est-ce qu'il peut rester au gouvernement? Je pense que c'est très difficile effectivement pour lui parce que il a eu une attitude très équivoque en fait. Il s'est exprimé plusieurs fois d'une façon un peu feutrée sur ces dossiers. La première fois en retweetant la défense de Marielle de Sarnez alors qu'il était déjà garde des Sceaux, donc déjà dans une fonction institutionnelle dans laquelle il aurait dû avoir une certaine neutralité par rapport à un dossier dont il était hiérarchiquement quelque part concerné. Et ensuite, en accusant un peu plus tard nous appelons aussi. Non, déjà on nous appelons aussi. Ah oui, tout c'est simplement. vrai, On l'a eu au téléphone. Il vous a engueulé. En tant que citoyen. C'est ça, en tant que citoyen, pas en tant que ministre. En tant que garde des Sceaux. Voilà, donc en fait, c'est quand ça l'arrange, il est citoyen, et en l'occurrence citoyen du MoDem, et quand ça l'arrange, il est garde des Sceaux. Par exemple, quand il a fallu, à la conférence de presse sur la loi de moralisation, répondre sur le comportement de Richard Ferrand, alors là, il était garde des Sceaux, il a sorti la loi en disant « je ne peux pas commenter ». Bon, mais donc c'est quand ça l'arrange. Et voilà, cette attitude à géométrie variable est le contraire de l'éthique en politique. L'éthique en politique, c'est d'avoir le même type de réaction dans des circonstances analogues, et ce n'est pas son cas. Visiblement, il a un attachement si fort à ses intérêts partidaires qu'il en oublie après, bon, sa vocation politique, peut-être qu'il du coup il pourra pas rester garde des Sceaux. À moins qu'il y ait les 3 corps du garde des Sceaux, comme il y a les 2 corps du roi, on ne sait pas. On peut lui accorder ça. Mais est-ce que pour vous, Vincent Trémollet, le MoDem, donc l'allié principal, donc de la République en Marche, on sait qu'il y a une ambiance formidable, bien sûr, entre les deux. Il y a quand même un groupe aujourd'hui, MoDem. Donc c'est-à-dire que c'est vrai que la République en Marche, comme disait Jean-Marc Benamou, n'a plus besoin finalement véritablement du MoDem puisqu'ils ont une majorité absolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus tenu par rien. Ça peut être un des effets politiques, mais je crois
crois quand même, moi, qu'il y a une dynamique qui est enclenchée et qui est préoccupante, qui est celle de la moralisation. C'est-à-dire que cette loi de la moralisation de la vie publique n'a pas de fin. Autrefois, il y a quelques mois, c'était quand on était mis en examen qu'on devait démissionner. Maintenant, c'est quand on est cité dans une enquête préliminaire. Et la prochaine fois, c'est peut-être quand il y aura des articles dans la presse que la personne se sentira obligée de démissionner. Donc, ceux qui utilisent la morale à des fins politiques, comme on l'a vu pendant la campagne, se retrouvent pris au piège de la morale invoquée. Richard Ferrand, c'est pareil. Il a eu des phrases en disant le problème, c'est pas de savoir si Fillon est coupable, le problème, c'est de savoir si c'est acceptable pour les gens. Et maintenant, il reprend ça sur lui. Il est nommé à la tête du groupe. Enfin, il est nommé. D'ailleurs, c'est très curieux parce que il dit qu'il accepte la nomination alors qu'il doit être élu normalement par les gens de la République En Marche qui ont fait campagne contre ce genre de pratique. Donc là, on arrive au bout d'une logique que certains ont dénoncée. Moi, j'ai jamais eu le goût de la transparence absolue parce que c'est jamais fini. Comme on disait pendant la Révolution, quand la guillotine est lancée, on ne l'arrête pas. Donc là, Madame Goulard, je pense, est la personne la plus sérieuse, la plus intègre, enfin, je ne sais pas la plus, mais elle a des qualités professionnelles et d'intégrité qui sont reconnues par tous. Les gens qui travaillent avec elle au Parlement européen sont épuisés de travailler avec elle, tellement elle est sérieuse et compétente. Et le fait surtout si certains doivent travailler à Paris en même temps. Oui, mais ensuite, elle a participé apparemment à un système auquel beaucoup de partis politiques ont participé. Et donc, c'est la première qui tombe, mais il peut y en avoir beaucoup derrière. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau. Du MoDem, des Affaires et de Sylvie Goulard, ministre des Armées, qui ne reviendra pas au gouvernement, justement, en raison de cette affaire pour assurer sa défense. On va entendre ce matin ce que disait Édouard Philippe justement à propos de François Bayrou. Les deux hommes ont des relations un peu tendues puisque François Bayrou, lorsqu'il avait appelé Radio France, avait dit qu'il le faisait en tant que citoyen, on l'a dit. Édouard Philippe avait dit que c'était une faute. Bref, tout ça s'est réconcilié. Et vous allez l'entendre à la question chez nos confrères de RMC. Eh bien, Édouard Philippe est un peu gêné aux entournures. On l'écoute tout de suite, Édouard Philippe. François Bayrou, lui... Normalement, il n'y a pas de divergence, Christophe Alix, donc tout va bien ? Tout se passe bien ? On peut imaginer quand même qu'il y a également un gros risque sur François Bayrou, parce qu'il n'y a pas de raison que, voilà, si ça concerne Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, nous on fait un dossier, aujourd'hui on a un dossier qui paraît demain dans Libération, on montre bien que ce système de mutualisation entre le fonctionnement du parti et le Parlement européen, pour des petits partis, parce que le MoDem finalement était un petit parti, mais enfin quand même avec une assez grosse structure, l'ancien siège de l'UDF qui était encore rue de l'Université. Enfin, dans le 7e arrondissement, donc des loyers assez chers. Donc on est quand même, on restait quand même un peu sur un standing élevé, alors que le parti était petit. Eh bien, on a eu ce phénomène de mutualisation. On a du mal à imaginer que François Bayrou, qui a été le chef de ce parti pendant des années, même s'il a dû sans doute laisser à d'autres le fait d'organiser, disons, la cuisine interne, on a du mal à imaginer qu'il n'ait pas été au courant de ce qui paraissait être vraiment un système organisé de salariat d'une partie de... Est-ce qu'on peut faire la comparaison tout simplement avec l'affaire du Front National pendant la présidentielle ? Tout à fait. Voilà. Raquel Garrido. Tout à fait. Oui, je voulais réagir à ce que a dit Vincent Trémollet, parce que je trouve qu'il touche du doigt quelque chose qui est vrai. C'est le côté hypocrite, en fait. Du discours sur la moralisation du point de vue du gouvernement Macron. Parce que cette loi de moralisation, c'est quand même la seule annonce un peu précise qui a été faite entre les deux tours des législatives. On sent que ça répond à une demande de la société pour plus d'éthique en politique. Et la réponse qui a été faite par le gouvernement, pour moi, c'est de l'antiparlementarisme primaire. Alors, personne ne le dit parce que les anciens partis, les Républicains, PS, etc., sont tous tétanisés sur le sujet et personne ne dira c'est de l'antiparlementarisme. Moi, je ne suis pas députée et je viens d'un parti, le mouvement France Insoumise, qui est un mouvement populiste humaniste, mais populiste. Donc, j'assume mon discours pour l'éthique en politique. Ça voudrait dire, Raquel Garrido, que par exemple les députés de France Insoumise ne pourraient pas voter cette loi aujourd'hui sur la moralisation de la vie publique ? Non, ce que ça veut dire, c'est que pour nous, la réponse à l'éthique au problème du manque d'éthique en politique, c'est le contrôle citoyen. C'est ce qu'on a toujours dit. Il faut le droit de révoquer les élus. Bon, c'est le fait de mobiliser la société tout entière dans une participation qui finalement génère de la vertu. Et pas comme l'a fait le gouvernement actuel, simplement de dire jeter une sorte de discrédit, de soupçon, en disant ils sont là pour embaucher leurs enfants, pour leurs épouses. Ils sont là. C'est la justice là qui. Non, alors attendez, il faut évidemment séparer deux choses. Ça c'est très important.
conclue là-dessus, parce que le travail de la justice n'a rien à voir avec ce que peuvent faire les citoyens dans le fait de moraliser la vie politique. La justice, elle a ses propres temporalités, ses propres procédures. Il faut les respecter. Il ne faut pas accélérer tout ça. Mais la démocratie, elle, aujourd'hui, du fait de son manque d'intensité, elle accompagne la culture d'impunité qui existe chez les politiques. C'est pour ça que la 6e République, elle est vertueuse. Vincent Trémollet, vous vouliez... Oui, et après, ce qu'on voit avec Sylvie Goulard, c'est quoi? C'est une pratique qui est une pratique naturelle dans les pays scandinaves. Mais cette pratique n'est pas encore du tout naturelle dans un pays latin comme la France. Et donc, quand elle démissionne, elle indique que nous allons passer d'une culture à l'autre. Mais sauf qu'il y a un certain nombre important d'hommes politiques qui n'ont pas été prévenus et qui donc ne peuvent pas être considérés comme coupables pour des pratiques qui jusque-là étaient communes. Justement, Vincent et donc, oui. Ah non, mais justement, une question aussi pour vous aussi, Georges Benamou, c'est Richard Ferrand, là, qui a été exfiltré, on peut dire ça comme ça, finalement. Ce qu'avait dit Édouard Philippe pendant la campagne, c'est les électeurs jugeront. Est-ce que ça suffit? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça y est, c'est terminé pour vous? Voilà, ça y est, on n'en parle plus, il n'y a plus d'affaires. Selon la jurisprudence Édouard Philippe, parce qu'il y a plein de jurisprudences. Oui, bien sûr. Il est blanchi, mais sur la jurisprudence Balladur, on sait qu'elle s'applique aux ministres. On ne sait pas si elle s'applique aux parlementaires, mais c'est une vraie question. Il y a l'immunité parlementaire. Oui, donc légalement, la question, elle est réglée. J'ai entendu ce matin que M. Ferrand disait moi, l'immunité, je m'en servirai pas. Est-ce qu'on a bien entendu? Donc, non, mais c'est quand même dommage, mais je suis d'accord avec Vincent Trémollet. La machine à couac, à histoire, etc., pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, est en train de parasiter le début de cette politique Macron. C'est-à-dire que l'ère Macron est parasitée jusqu'à quand que comme elle la boîte ne va pas s'arrêter. Demain, on pourra mettre en cause la ministre du Travail. Madame Garrigou et Monsieur Mélenchon, ils vont mettre en cause sur l'affaire BPI, Las Vegas, la ministre du Travail, puisqu'elle était patronne de BPI et ça sera... J'explique juste aux auditeurs, Jean-Marc Benamou. En ce moment, il y a eu en effet une enquête sur le voyage à Las Vegas d'Emmanuel Macron en janvier 2016. Emmanuel Macron, ce n'est pas lui qui est mis en cause, mais c'est plutôt Business France. Pour l'organisation d'une soirée. Dirigée par la ministre du Travail. Et celle qui dirigeait ça, c'était Muriel Pénicaud, donc la ministre du Travail. Donc alors, jusqu'à quel point ça va y aller? Donc on ne sait pas. À la gloire des startups françaises et d'Emmanuel Macron. Et le problème fondamental, c'est qu'il y a eu une erreur d'analyse. On a vu une désaffection des Français pour la politique, c'était réel. On a dit c'est parce que les hommes politiques sont malhonnêtes. Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'ils sont impuissants en politique. C'est parce qu'ils ne font rien. Et donc après, on regarde en plus leur vertu personnelle et on dit, et en plus, ils sont pas tout à fait tout blancs. Mais si jamais ce qu'on demande au gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est pas des signes extérieurs de vertu, c'est des décisions politiques qui aient eu des conséquences sur la vie des gens. Sylvie Goulard en a donné un aujourd'hui. Oui, mais si la politique consiste simplement à montrer qu'on est vertueux en tout et en tout, c'est dommage, elle est plus ministre. Et on arrive à vélo à l'Assemblée, et on a un bilan carbone qui est bon, et on a une hygiène de vie absolue. Bon. En même temps, quand on a vu l'affaire Fillon qui a quand même parasité toute cette campagne présidentielle, on peut comprendre un moment qu'il faut aussi peut-être des lois. C'est un coup de symbolique, non peut-être. Ne parlons pas de parasitage. L'éthique en politique, c'est un problème réel de la société française. Oui. C'est pas un à côté de la politique. Mais là où Vincent Trémollet, encore une fois, touche du doigt quelque chose de vrai, c'est que pour moi, être impuissant et ne rien faire par rapport à cette impuissance, c'est malhonnête. Le cœur, en fait, de la difficulté de respectabilité qu'a la classe politique, et en particulier les parlementaires, c'est qu'ils vont à l'Assemblée nationale, perçoivent leurs 6 000 €, acceptent de voter par habilitation, de donner des habilitations, ou se laissent faire sur les 49.3, acceptent des lois qui pourrissent la vie des compatriotes, pas tous les jours et non c'est ça plus. qui est malhonnête. Qui est-ce qui fait de l'antiparlementarisme? Excusez-moi, tout à l'heure, vous disiez que je ne sais pas qui faisait de l'antiparlementarisme, mais c'est vous qui en faites. C'est pas tous les jours. Les pauvres, je suis d'accord qu'il faut réhabiliter le Parlement et qu'on n'en prend pas le chemin pour plein de raisons. Mais pardon, là, c'est vous qui accablez les élus. Oui, j'accable le système qui est celui de la monarchie présidentielle, qu'on connaît, qui est décrit. Et moi, j'essaie de faire un effort dans la société pour pas seulement dire, regardez à quel point c'est pourri cette monarchie présidentielle, mais d'essayer de générer dans la société un désir de 6e République, un nouveau système. Voilà, parce que tout à l'heure, là, les affaires, vous allez le voir, ça va être les unes après les autres, les unes après les autres. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut fabriquer des choses qui soient différentes. On va parler dans un instant de l'Assemblée nationale et notamment du
groupe Les Insoumis, puisqu'on voit qu'ils sont très en forme. C'est une première, puisque le leader de la France Insoumise n'avait été que député européen, ministre, sénateur, président de Conseil général. Il lui manquait juste député. Non, pas président de Conseil général. Ah, de l'Essonne, je pensais qu'il avait été président du Conseil général. Non, vice-président. Ah, vice-président, pardon. Alors, vice-président du Conseil général de l'Essonne, je me suis trompé en effet. Nuance. Conseiller donc général de l'Essonne. Il lui manquait donc juste député pour compléter sa panoplie républicaine. Les Insoumis s'invitent donc à l'Assemblée nationale et avec 17 élus peuvent constituer un groupe autonome, des figures déjà bien connues du public comme Alexis Corbière, Clémentine Autain ou François Ruffin, mais surtout des inconnus du grand public qui, aux côtés de leur chef, ont tous crié en chœur résistance sur les marches de l'Assemblée nationale. Avec Jean-Luc Mélenchon, alors on sait que l'ambiance sera festive et il a commencé à cibler certains députés de La République En Marche et notamment le mathématicien Cédric Villani, élu dimanche en Essonne. On l'écoute, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que les plus grosses surprises ne vont pas venir de la minorité, elles vont venir de la chose là majoritaire. Bon, parce qu'il y en a quand même, ils sont au courant de rien. Donc, quand on va leur expliquer, il y a beaucoup des chercheurs, des intellectuels, je sais pas quoi. J'ai vu le matheux là. Je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre. Parce qu'il ne le sait pas. Il ne le sait pas, tout simplement. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas que la journée de 8 heures, c'est 100 ans de lutte. Le gars, il croit que ça a toujours été comme ça. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, donc à ce monsieur. Alors, Cédric Villani lui a répondu par tweet aujourd'hui en lui disant qu'il connaissait par cœur, justement, bien sûr, le contrat de travail pour avoir dirigé l'institution. Voilà, et donc ça met un petit peu l'ambiance quand même. Raquel Garrido, on voit que Jean-Luc Mélenchon est toujours là, très festif. Juste une question quand même avant d'avoir ce groupe. Jean-Luc Mélenchon disait qu'il ne voulait pas diriger le groupe des Insoumis. Pourquoi désormais il postule? Alors attendez, quand même sur matheux, oui. C'est quand même pas très grave. Le directeur de campagne, c'est un mathématicien, un docteur en mathématiques de la France Insoumise. Donc il n'y a pas de discourtoisie vis-à-vis de la profession de mathématicien. C'est juste une chose parce qu'on sait que de temps en temps les Insoumis, on le voit quand même tous les soirs sur les réseaux sociaux, sont un petit peu tatillons quand on s'amuse de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on se demande pourquoi il y a deux manières aussi de se servir, de se moquer des gens. La manière dont il dit intellectuel matheux est pas très flatteuse. Le matheux, journaleux, baveux. On a tous des métiers, Politica, voilà. Bon. Ça fait un peu parti communiste. Pas du tout. Parti communiste mal inspiré. Ça fait populiste, oui. Alors, comme vous l'avez dit. Raquel Garrido, donc justement, pourquoi il veut être président? Il a dit intellectuel, chercheur, matheux, c'est la même phrase. Donc voilà, il faut comprendre. Parce que lui, il représente la classe ouvrière, madame. Non, mais c'est ça, au fond, que ça veut dire. Il représente la classe ouvrière. À l'occurrence, c'est vrai. Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, il a ses galons dans la défense du droit des salariés, quand même. Alors, justement. Comme pas mal d'autres socialistes dont il était. Alors, justement, voilà. Alors, j'ai une question à vous poser, Raquel Garrido. Pourquoi il veut diriger maintenant le groupe, Jean-Luc Mélenchon? Il ne le souhaitait pas avant, en fait. Maintenant qu'il y a un groupe, pourquoi il souhaite le diriger? Alors, c'est une demande qui émane du groupe lui-même et du mouvement insoumis lui-même, parce que c'est quand même à lui de diriger la charge. D'accord. Voilà, c'est-à-dire c'est lui qui a fait les 7 millions de voix. C'est sur lui que comptent les Français pour continuer la rectification. On a utilisé beaucoup ce mot entre les deux tours de rectification par rapport à l'hégémonie du groupe majoritaire. Il y a un combat à mener qui va être difficile. Ardu, et on a besoin de toutes les compétences, et d'abord la sienne. Jean-Jacques Menamou, il y a un mot sur lequel a insisté Jean-Luc Mélenchon après avoir constaté qu'il avait un groupe dimanche soir dernier et gagné à Marseille, c'est le mot discipline. Il a insisté, il faut que ce soit un groupe discipliné. Ça veut dire que donc il n'y aura pas de frondeur alors en fait. Ça va être intéressant de savoir. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir finalement si, et c'est parce qu'il a deux cerveaux, j'ai l'impression, Jean-Luc Mélenchon et votre mouvement. Ça y est, si le mouvement va se faire, oui, c'est vrai, comme vous aimez pas la psychologie, la psychanalyse, les matheux et tout ça. Si, j'aime beaucoup la psychologie, mais bon. Au pouvoir. En politique, c'est délicat. Non, il a une vraie tentation, et je suis sérieux là, qui est une tentation parlementariste, savoir comment, dans cette hypothèse, faire vivre la démocratie sans faire de l'obstruction, en faisant vivre le débat au Parlement, en lançant des débats, en essayant de faire preuve d'intelligence, voire de provocation. Et puis l'autre tentation, c'est la rue. L'autre tentation, c'est le sentiment qu'on a dans le discours de certains insoumis que le gouvernement Macron serait illégitime, que M. Valls était illégitime. Quand on voyait les regards de haine l'autre jour, dimanche soir à Évry, etc., il y avait quelque chose d'un peu inquiétant. Il y a, comme vous dites, il y a la tentation Jaurès, que je respecte, et vous avez la tentation très disciplinée Chavez. Alors, Vincent Trémollet. Contenu quand même dans le magnifique oxymore
la discipline insoumise, enfin l'insoumis discipliné, voilà. C'est quelque chose qui est quand même... Bon, depuis Lénine, on n'a pas fait mieux. Il aime les mots et donc il fait ça. Moi je pense aussi qu'il a deux possibilités. Alors on ne sait pas, peut-être Raquel Gardino va nous éclairer. Est-ce qu'il va choisir le bruit et la fureur façon François Ruffin avec des coups d'éclat, ou est-ce qu'il va choisir d'être le pôle d'attraction de la gauche? Parce que c'est quand même une possibilité aussi qu'une partie des députés socialistes ait envie de le rejoindre, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'il ait un discours plus constructif, pour employer des mots raffariniens, et peut-être moins tempétueux pour que ces gens-là veuillent bien le rejoindre et qu'il arrive au but final quand même de cette opération qu'il a lui-même théorisée, c'est-à-dire le remplacement du Parti socialiste par la France insoumise. Raquel Garrido, je vous laisserai répondre dans un instant, parce qu'on va continuer à parler justement de ce groupe, notamment de Jean-Luc Mélenchon, et surtout est-ce qu'il va s'associer donc au Parti communiste français pour avoir un groupe encore plus grand, et surtout est-ce qu'ils aimeraient les communistes être gérés par Jean-Luc Mélenchon. Bref, il y a plein d'histoires comme ça. On parlera également de la droite, qui a deux groupes maintenant à l'Assemblée nationale, et puis on reviendra bien sûr sur l'acte du Fichet sur les Champs-Élysées hier. Donc beaucoup de choses, voilà. Formé. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux en plein happy hour de l'actualité. N'hésite pas à se resservir, et ce soir les informés de France Info reçoivent l'écrivain Georges-Marc Benamou, Raquel Garrido de la France Insoumise, Vincent Trémola du Figaro et Christophe Alix de Libération. On parle de cette nouvelle chambre de députés petit à petit. On les voit tous arriver, prendre leurs mallettes. Oh là, c'est super, j'ai une écharpe tricolore maintenant, c'est vachement bien. Aujourd'hui, c'était le temps de la France Insoumise. Ils sont arrivés tous groupés, 17 personnes. Juste Christophe Alix, pour vous, 17, alors c'est symbolique. Est-ce que ça peut vraiment peser à l'Assemblée nationale? Ça sert à quelque chose, ou c'est vraiment, on est dans l'ordre du symbole là, 17 personnes? On est dans l'ordre du symbole, mais enfin l'Assemblée, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de l'art oratoire, et on peut compter sur Jean-Luc Mélenchon et quelques autres, je pense, pour... Voilà. Et pour donner à l'Assemblée aussi, parfois, ce panache, ce style, ce verbe. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça va être lui le président du groupe. Quoi. Enfin, on voit bien que là, derrière ça, il y a toute une tradition un peu oratoire de l'Assemblée. Voilà, que Mélenchon va essayer d'exploiter, va essayer donc de se servir de ce... Le groupe donne quand même des éléments concrets. C'est-à-dire que le président de groupe peut demander une interruption de séance que l'on ne peut pas refuser. Il peut déposer une motion de censure. Il peut faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Il peut faire durer les débats. Quand on est un groupe, je pense en plus que pour Jean-Luc Mélenchon, là, il y a quelque chose qui se profile, qui peut lui être très favorable, c'est la loi travail. C'est-à-dire que dans les différentes oppositions qui existent à Emmanuel Macron, là, lui, le sujet de la loi travail est le cœur de son parti et de ceux qui le... Il y a Marine Le Pen qui s'est positionnée aussi. Oui, mais elle va courir derrière, mais il est en avance, là. Donc, puis on a vu ce qu'elle valait sur les débats économiques. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que 17 personnes, ça fait pas non plus une opposition qui empêche de faire passer la loi. S'il y a un peu la rue, la droite ira normalement avec Macron contre ceux qui sèment le désordre. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'installer qui fait que Jean-Luc Mélenchon doit regarder les mois qui viennent avec un certain enthousiasme. Alors justement, Georges-Marc Benamou, une question, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait bien sûr davantage de voix que Benoît Hamon à la présidentielle, mais aujourd'hui le PS, numériquement, il compte davantage d'élus, même si c'est pas beaucoup, c'est 29 aujourd'hui. Alors remplacer le PS, comme avait dit Jean-Luc Mélenchon, est-ce que numériquement, on le voit que ça n'a pas été le cas, mais est-ce que dans les esprits, c'est le cas, d'après vous? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui incarne la gauche en France? Cette expression assez effrayante, d'ailleurs, tirée d'un fantasme raciste. Enfin, on parle le grand remplacement des... Non, mais il y a quand même... Non, mais il y a de la sémantique. Je veux dire, c'est pas un mot par hasard. Donc le grand remplacement, oui, c'est le fantasme, il veut tuer le Parti socialiste, donc ça va être une lutte à mort. Point positif pour Jean-Luc Mélenchon, il a bien plus de talent que le probable apparatchik qui va être élu patron du groupe socialiste. Olivier Faure, par exemple. Non, mais donc le panache, le côté, les grandes heures et les grands discours de la Troisième République, ça va être Mélenchon. L'opposition à la loi travail, ça va être Mélenchon dans l'Assemblée et hors de l'Assemblée. Reste à savoir si dans la maison social-démocrate, il y a des gens qui ont envie de penser, etc. Donc il va tenter d'aspirer, faire le hold-up à sa manière, comme a pu faire Macron. Combien de socialistes, probablement vous aurez Hamon, c'est pas une surprise, mais
cela dit, les frondeurs, ils sont tous au tapis, qui vous allez récupérer. Donc, les sociodémocrates, ils veulent pas mourir, j'ai l'impression. Alors, Raquel Garrido, est-ce que finalement, vous vous attendez à certains socialistes que Jean-Luc Mélenchon, finalement, avait soutenu? Alors, ils ont perdu, mais il y avait 4 socialistes soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous attendez à, finalement, peut-être certains socialistes qui seraient tentés de vous rejoindre dans un groupe France Insoumise? D'abord, ils n'ont pas tous perdu. Je crois que Régis Juanico a gagné. Et donc, effectivement, l'invitation lui est faite. Nous avons quelque chose à inventer, de toute façon. Parce que la France Insoumise, déjà, n'existait pas il y a 16 mois. Et là, directement, on entre en position au moins de faire un groupe. Et c'est déjà un fait en tant que tel. Et avec les communistes, vous pouvez le grossir, ce groupe. Est-ce que ça sera le cas? Oui, on pourrait. En théorie, on peut agrandir le groupe à toutes les personnes qui, effectivement, ont des idées communes. Là, on ne comprend plus rien, d'ailleurs. Oui. Mais les communistes, les communistes est-ce que les communistes seraient avec vous ou pas? C'est-à-dire que ça pourrait monter à 46? Je pense que c'est à eux de se poser la question, dans le fond. C'est à eux de savoir s'ils ont envie de venir dans ce groupe insoumis, présidé par Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, avec ce que ça représente, cette nouveauté, ce nouveau mouvement, pour lesquels il y a eu quand même quelques aspérités, des difficultés à s'entendre pendant la présidentielle et ensuite la législative, mais rien n'est perdu. Nous, de toute façon, on se positionne en mouvement qui a la responsabilité d'incarner cet avenir pour ces idées humanistes. Bon, donc à partir de là, nous sommes ouverts. Mais en même temps, si André Chassaigne et ses amis souhaitent absolument faire leur groupe de leur côté, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, c'est la démocratie. Enfin, en tout cas, ce sont les règles actuelles de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut... toute la question, c'est est-ce qu'on peut aussi imaginer, parce qu'on a tout vu, on a vu tous les cas de figure dans l'histoire de l'Assemblée, que la France insoumise puisse aussi, sur certains dossiers, montrer une forme d'opposition qui soit finalement assez constructive, qui amène des amendements, qui essaye d'infléchir des textes. Et donc là, effectivement, ça va être un petit peu le test pour la France insoumise. Je voudrais déjà évacuer le débat sur constructif, pas constructif. C'est un mot à la mode. Je sais, je l'ai vu parce qu'il a été inventé par Thierry Solaire et ses amis pour justifier le fait qu'en fait, il passait totalement avant des bagages chez Macron. Bon, nous avons un programme, il s'appelle l'Avenir en commun. Il y a 350 mesures. On a beaucoup proposé. Nous sommes une force de proposition dans la société et on a toujours des choses à dire. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la loi de moralisation, c'est un sujet important qui sera important pour nous. Nous allons redemander le droit de révoquer les élus, par exemple, entre les élections. Demander aussi que la proportionnelle soit inclue dans la loi de moralisation et qu'elle ne soit pas différée, car justement le lien de confiance entre les citoyens et le pouvoir politique, il tient aussi à la mise en place de la proportionnelle. Donc, nous allons continuer de proposer sur des choses, mais par exemple un personnage comme Nicolas Hulot, qui était finalement aujourd'hui, qui était assez proche des propositions de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Aujourd'hui, une loi Nicolas Hulot, contraignante pour l'écologie, donc la France insoumise pourrait la voter avec la République en marche. De toute façon, nous allons faire un travail législatif sérieux, de très haut niveau. Nous sommes en train de procéder aujourd'hui à déjà un premier casting d'embauche de personnes de très très haut niveau, qui sont ceux d'ailleurs qui ont participé à l'édiction du programme L'Avenir en commun. Nous sommes quand même entourés de toute une jeunesse. Ce seront eux les assistants parlementaires. D'une élite. Voilà, non mais c'est vrai. J'ai beaucoup ri pendant cette présidentielle parce que nombre de journalistes et éditorialistes disaient mes enfants ont voté Mélenchon, mes enfants qui sont à Sciences Po, qui sont à Polytechnique, qui sont une élite républicaine. Bon, ceux-là, nous avons des fortes ambitions, nous serons présents, mais sans perdre jamais sans perdre l'idée que tout ne se passe pas à l'Assemblée nationale. À partir du moment où 50% des Français n'ont pas voté pour cette élection, on ne peut pas oublier qu'il y a la moitié du peuple qui est en grève générale déjà contre ces institutions. On va parler dans un instant de la droite, l'info à 20h40.